Il a fondé NetVibes, vendu à Dassault Systèmes, puis Jolly Cloud avec les fondateurs de Skype, avant que Google lance le Chromebook. Et là, c'est le crash. Donc des hauts, des bas, bref, la vie d'un entrepreneur. Il a toujours un temps d'avance, mais il a aussi essuyé les plates, ça va souvent avec. Aujourd'hui, il produit Cybernetica, c'est une NL tech géopolitique suivie par les principaux entrepreneurs de la tech. Il revient avec The Media Company dans le cinéma avec de l'IA. Bref, Tariq Krim, ravi de t'avoir avec nous. Ravi d'être ici également. Je te propose de lancer officiellement ton 40 nuances de Next version ultra short, mais on y va. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Quand je t'ai proposé de participer à l'émission, tu m'as dit on parle de quoi ? Je vais te répondre maintenant, on parle de tout, mais en 20 minutes, on pourra revenir. Peut-être on va faire un gros flashback dans le passé avec l'aventure NetVibes. Je pense qu'il y a une bonne partie de nos auditeurs qui étaient pas nés, non j'exagère, mais en tout cas qui n'ont pas eu l'usage, mais c'était juste une révolution. Il y a une révolution qui a séduit Dassault, je le disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous repartager les prémices et très rapidement en 3 minutes les grands temps forts jusqu'à la session? Oui, bien sûr. NetVibes, c'était à la fois un pari, c'était l'idée de faire une start-up comme on en faisait aux États-Unis, donc une start-up de produits. Alors pour les auditeurs, moi j'ai été à la fois, j'ai travaillé en France, j'étais dans les pionniers de l'Internet comme on dit, et puis je suis allé dans la Silicon Valley, c'est là que j'ai vraiment appris à bosser. Quand je suis rentré, j'avais envie de monter une boîte qui fasse du produit, et une des choses qui me fascinait, c'est que pour moi un produit amène un super pouvoir à l'utilisateur. Notamment dans le cas de NetVibes, c'était dans un monde où on commençait à avoir des milliers de blogs, comment focaliser les gens avec une page d'accueil dans laquelle tu as tout. Tu mettais tes widgets. Tu les organisais comme tu voulais, c'était ta page. Là, tu te mettais la météo, là, tu te mettais le monde. Là... Exactement, tu paramétrais en fait une vision de l'Internet qui était la tienne et personne t'embêtait, il n'y avait pas de pub, il n'y avait pas de logo. C'était un concept assez révolutionnaire qui a été repris après... Quand on regarde l'iPhone aujourd'hui avec les widgets, c'est la même chose. C'est le même principe. Mais avec cette idée que tu donnes toujours un pouvoir aux utilisateurs. Et ce pouvoir, pour moi, c'était le pouvoir du focus. Si on veut faire un up sur les audiences, on peut le dire, Steve Jobs, t'as volé le principe. Ce qui est drôle, c'est que j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer 2 fois Steve Jobs. Une fois quand il était tout en bas de sa carrière, et puis une autre fois quand on faisait Jolly Cloud, parce qu'il réfléchissait à l'idée aussi de faire des ordinateurs comme des Chromebooks. Et j'ai énormément appris de lui. Une chose qui, pour moi, est très importante, c'est qu'une boîte, c'est avant tout une culture produit et pas uniquement un ensemble de recettes que tu fais. Donc, il faut toujours avoir cette réflexion en amont sur le produit. Et le problème que tu veux résoudre, qui est un problème souvent que les gens ne savent pas, n'ont pas encore compris. Et c'est là où tu peux avoir de l'avance, effectivement, quand tu anticipes un besoin. Comment... t'expliques qu'aujourd'hui, on n'a pas tous un NetVibes sur nos écrans quand on se log. Alors pourtant, on peut encore le faire. Et je crois, et tu me le disais avant qu'on rentre, donc je crois pas, je suis certain, globalement, le service s'arrête. C'est ça, absolument. Ça fait 20 ans. C'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, je suis tombé sur quelqu'un qui me dit, vous savez, j'utilise NetVibes tous les jours depuis 20 ans. Et ça m'avait fasciné. Alors en fait, il y a plein de questions. Moi, comme on le sait, essuyé les plâtres. J'étais le premier à lever. On avait levé 15 millions de dollars à l'époque. Les gens ne se rendent pas compte, mais ça n'existait pas. C'était le même ratio que Mistral aujourd'hui. On était des superstars aux États-Unis, TechCrunch, Web2. On était dans tous les médias. Moi, j'ai eu le prix du MIT avec Mark Zuckerberg, qui était aussi un utilisateur. Parce que la première fois que je l'ai rencontré, il m'a montré sa page qu'il utilisait. Enfin, c'était une période incroyable. Et si tu veux, j'ai eu... en interne des discussions, parce que quand tu es aux États-Unis, c'est sky is the limit. Quand tu es en Europe, c'est à un moment donné, il va falloir s'arrêter pour réfléchir à ce qu'on va faire. Pourquoi ? Je pense qu'il y a un inconfort avec l'idée d'aller beaucoup plus loin. C'est plus trop le cas aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, moi, ce que je voyais, c'est que mon premier investisseur, c'était Marc Andreessen. Donc, il me disait, vas-y, fonce. Mais certains de mes investisseurs et puis une partie de mon équipe voulaient faire du B2B et moi j'avais envie de faire du B2C parce que pour moi la grand public, la voie dans royale, toutes les mains. Exactement, la voie royale, ce qui fait que à chaque fois on te dit tu veux faire une boîte, c'est du B2C, c'est comment tu changes la vie des gens.
Alors, tu peux changer la vie des entreprises, ce qui est déjà pas mal, Bien sûr. mais c'est une question d'ego, de se dire, je suis dans les mains de tout le monde ou toi, ouais. Non, je pense que alors, moi, j'ai eu à un moment donné, tu vois, j'étais le poster child de la tech. J'ai le portrait dans Vie Economist qui arrive jamais à un entrepreneur. J'avais le MIT TechCrunch, on avait des Crunchy Awards. Je crois que vous étiez listé par Time dans les 50 apps Ouais. solutions les plus utilisées au monde. C'est ça, oui. Ouais. Et on était surtout pendant un moment, pas longtemps, mais on était derrière Google, derrière Yahoo, mais devant Microsoft et AOL. Donc on était à la 3e page d'accueil, ce qui était Là, c'est incroyable classe. pour Tu m'étonnes. un site avec une équipe. Mais pour très brièvement, en fait, je pense qu'en Europe, on n'a pas forcément, on n'avait pas l'expérience, on a essuyé les plâtres de cette vision de l'entrepreneur qui fait un produit et qui va jusqu'au bout. Et à chaque fois, il y a des limites qu'on te met, qu'elles soient financières, qu'elles soient techniques. Et je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est vrai ça a été compliqué. J'avais une bataille à Tu l'extérieur. rentres pas les détails parce qu'on n'a pas le temps ou parce que tu dis que ça va pas intéresser les gens ou que tu peux pas le faire? Ah non, je peux le faire. En gros, j'avais un différend avec un de mes investisseurs, qui est aujourd'hui le père de notre ministre du numérique, qui lui disait il faut faire du B2B parce qu'il faut qu'on protège, on fasse des revenus. Et moi, je lui disais non, il faut faire du B2C. On a une opportunité unique dans l'histoire de faire quelque chose qui cartonne aux États-Unis. Je me rappelle, il y avait des télés américaines qui parlaient de nous alors qu'on n'était pas du tout, on n'avait pas fait de promo. Et il y avait l'idée de la stickiness qui était incroyable. Les gens étaient collés sur NetVibes du matin au soir. Il suffisait de faire des évolutions produits. Et si tu veux, à cause de ces débats, on n'a pas su prendre 2 révolutions importantes. La première, c'est les réseaux sociaux. Moi, je parlais tous les jours avec Mark Zuckerberg et il nous disait venez sur notre plateforme. Et mon équipe me dit ouais, la plateforme Facebook, est-ce que ça va durer ou pas? Moi, j'étais un peu d'ailleurs, j'ai gardé la seule personne qui a travaillé sur ce projet avec moi, c'était Romain Huet, qui est maintenant chez OpenAI, qui est ensuite devenu le fondateur de ma 2e boîte. Et la 2e, c'est le mobile. Je me rappelle avoir été dans les 50 premières à un iPhone. Je rentre à l'hôtel, j'appelle mon designer, je lui dis il faut qu'on fasse une application mobile ou sinon on est mort. Et c'est vrai que quand tu as plusieurs disruptions à la suite, c'est très difficile pour les équipes de se dire. Après de rattraper. Exactement. Mais si tu avais fait on se projette, on fait le match. Mais si tu avais fait une application à l'intérieur de laquelle tu retrouves tous les widgets à l'époque de NetVibes, pourquoi en fait les gens ne seraient pas directement allés mettre toutes leurs apps? À l'époque, ça aurait quand même eu un intérêt de rentrer dans une app NetVibes. Mais c'était même ce qu'on voulait faire. Moi, je voulais faire un App Store, je voulais monter un système de paiement intégré pour que les gens puissent avoir leurs archives. Il y avait une vision assez évoluée qui malheureusement n'a pas pu être mise en œuvre parce qu'on avait effectivement une partie de l'équipe qui travaillait sur du B2B et donc c'était pas forcément ma tasse de thé. Et quand j'ai monté Jolly Cloud après, en fait. Alors attends, c'est quoi? J'accélère, mais tu m'as promis que tu reviendrais, donc je donne le rendez-vous ici. Absolument. On va te retrouver pour parler de Jolly Cloud. J'ai choisi à ta place que ça pouvait être ta claque parce que après une hype, après aller jusqu'à la cession d'une boîte qui est quand même un révélateur qu'on a quand même cranté des choses, ça arrive de planter aussi derrière. Et on aime bien montrer la nuance quand tu réussis, que des fois ça ne joue à pas grand chose. Quand tu plantes, t'es pas une merde non plus. Donc si ça te va, on parle de l'aventure NetVibes après ça. Waouh! La petite claque, la grosse claque, je sais pas. Joli moi. Ah, Jolly Cloud. Jolly Cloud, pardon. Jolly Cloud, c'était. Clin d'œil à Isabelle Rabier sans le vouloir. Ah oui. C'est vrai que le terme joli a plu à beaucoup de gens. Oui. Après, j'ai eu beaucoup de gens qui ont aimé ce. Jolly Cloud, c'était une idée complètement dingue. Je suis aux États-Unis un jour et je me dis tiens, en fait, l'avenir c'est le cloud. J'ai eu la chance de rencontrer 2 jeunes personnes qui lançaient une boîte qui n'existait pas encore vraiment, qui s'appelait Dropbox. Ils me donnent une bêta, j'utilise Dropbox, je mets toutes mes données sur le cloud et en fait, je me dis, mais j'ai plus besoin d'ordinateur. Ma musique, c'est Spotify, j'ai Google Docs, j'ai toutes les applications en ligne. Et s'il y avait un ordinateur qui faisait ça? Et donc, comme je n'y connaissais rien, je suis allé à Hong Kong, je suis allé à Taïwan, j'ai rencontré tous les fabricants, j'ai passé beaucoup de temps. Et je suis allé voir les seules personnes que je connaissais en Europe qui avaient fait un truc d'envergure, mais dans la téléphonie, c'est les fondateurs de Skype. Et donc, on a monté cette boîte, on a levé de l'argent très vite. C'était au moment du crash de 2008, donc c'était intéressant. Et on a monté ce qui me semble avoir été l'une des meilleures équipes techniques, parce que maintenant, mes anciens sont chez Google. Oui, ils ont trouvé un boulot. Ils sont tous dans l'IA. Toutes les grosses boîtes que tu connais en l'IA aux États-Unis, ils travaillent dedans. Donc, il y a vraiment une équipe incroyable. Et on était
frontalement à Google, face à Google. Et si Google nous avait proposé, je ne l'ai pas dit, mais sur NetVibes, Google avait proposé de nous racheter. J'avais discuté pendant des heures, et puis finalement, ça ne s'était pas fait, un petit détail. On en reparlera peut-être dans Cash Out. Voilà. Le vrai sujet, c'est que Google a dit, oula, ces petits jeunes-là, ils sont en train de prendre beaucoup de place, et ils ont acheté toutes les puces sur lesquelles on travaillait, donc on ne pouvait plus fabriquer nos ordinateurs. On s'est retrouvé dans une situation complètement bizarre, avec une équipe de Google qui m'a avoué des années après, qui regardait tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on était. Et donc, effectivement, le hardware, il y a une raison pour laquelle on dit que c'est du hardware, c'est que c'est vrai que c'est difficile. Et c'est vrai qu'on a tenté, on a été jusqu'au bout de la valeur, mais c'est vrai que c'est à un moment donné, soit on passe à l'étape d'après, c'est-à-dire que tu lèves énormément d'argent et tu deviens un business global, soit tu prends conscience que l'iPad, que des nouveaux outils allaient finalement prendre le marché. Et d'une certaine manière, le Chromebook, même si ça marche bien, n'a jamais vraiment réussi à détrôner l'iPad et le PC. Moi, j'ai rencontré un entrepreneur qui a planté sa première boîte, puis recréé une boîte qu'il a revendue. Et en fait, il n'était pas plus fier de lui. Il m'a juste dit, non, c'est un partout balle au centre. Quand tu as eu une réussite comme NetVibes et qu'à la fin, un joli cloud se plante, il se passe quoi dans la tête? Je sais pas si ça... Planté, c'est le produit a réussi. On a fait un premier batch d'ordinateurs, on les a tous vendus. Ouais. On n'a pas pu faire le deuxième pour les raisons que tu connais maintenant. Et puis, on est arrivé au moment où il y a un shift. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'apprentissage que j'ai eu de Jolly Cloud, mais aussi NetVibes, et tous les gens qui sont aujourd'hui dans l'IA, les Mistral & Co, qui sont en train de se dire on a chopé la première vague, il y a toujours une deuxième vague qui arrive, qui change légèrement, voire totalement les données du début. Soit tu restes... plus intéressant d'être dans la première ou la deuxième? Ben, ça dépend. Il faut être très honnête avec soi-même et à un moment donné se dire peut-être que là, par exemple, je prends le gars de l'IA, est-ce que ça vaut le coup de faire des modèles ou est-ce que ça vaut le coup de faire un produit qui va utiliser les meilleurs modèles? Est-ce qu'il faut être Mistral ou Aleph One en Allemagne qui essaye de concurrencer ou est-ce qu'il ne faut pas être Perplexity qui dit moi en fait les modèles je m'en fiche, ce qui a de la valeur c'est les produits, il suffit de voir l'argent qu'ils ont levé et donc à chaque fois il faut réfléchir à l'évolution de la technologie, de la disruption dans laquelle tu es. T'as cet adage qui dit quand même, au moment de la rue est vers l'or, ceux qui étaient riches, c'était les vendeurs de pelles et de pioches. Oui, mais les vendeurs d'or étaient riches, mais pas tous. Et donc, il faut savoir, si tu veux être un vendeur d'or, il faut bien être sûr d'avoir trouvé les bons endroits. On te présente un message du commandant de bord. Nous indiquons que nous entamons progressivement la phase d'atterrissage. On te présente comme le philosophe de la tech. Tu as une NL, une newsletter, je disais, lue par les plus grands entrepreneurs de la tech. Nous, à notre échelle, on a les nouveaux narrateurs où la promesse, c'est qu'est-ce que ta singularité a à dire d'universel. Et donc, chaque entrepreneur qui vient plancher, on lui donne un mot. Et il pense. Je te propose de partir sur le mot incertitude. C'est toi qui l'as choisi. Oui, on est aujourd'hui dans le numérique de l'incertitude. Il y a 10 ans, dès que tu faisais du numérique, c'était fantastique. Tu passes au mobile, fantastique. Tu fais du cloud, fantastique. Tu mets un Slack dans ta boîte, fantastique. Aujourd'hui, le numérique, c'est que des problèmes. Cybersécurité, désinformation, géopolitique, etc. Et donc, en fait, on est passé d'un monde où le numérique était un outil où on n'avait pas de problème. C'est d'abord des solutions. À aujourd'hui un numérique où il faut apprendre à devenir résilient. Moi, je dis souvent que la newsletter que l'on fait s'adresse aux futurs Chief Resilience Officers, qui seront les personnes les plus importantes dans les entreprises, parce qu'ils seront là pour anticiper les problèmes et s'assurer que l'entreprise, malgré le monde complètement dingue dans lequel on vit, malheureusement, continue à opérer et à travailler avec ses fondamentaux, sa propre culture d'entreprise, etc. Quels sont les sujets aujourd'hui qui te donnent le plus de matière à réfléchir? Sur la tech, hein, évidemment, ou lié à la tech, parce évidemment, que tout est sociétal aussi. L'IA, mais pour moi, l'IA n'est pas une révolution technologique. Technologiquement, c'est pas très dur. Tu utilises ChatGPT, tu installes un logiciel dans ta boîte, mais une fois que tu l'as fait, ça change tout. Ta façon de réfléchir, ta façon de penser, ta productivité personnelle est totalement impactée. Et moi, je trouve ça fascinant. T'as certains qui disent work hard, play hard. Toi, tu dis thinking slower, execute faster. Pour moi, c'est l'avantage. Tu peux prendre le temps. On en parlera parce que on fait ça aussi dans le domaine du cinéma, mais aussi dans l'écriture, d'évoluer dans
toute cette irréalisée, ce que tu n'as pas encore fait, tu peux explorer toutes les possibilités, imaginer ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et ensuite, la machine te permet d'aller très vite, de rédiger, d'écrire. Une fois que tu sais maîtriser ces outils, tu peux produire très très vite. La question c'est, qu'est-ce que tu mets dedans et est-ce que tu as suffisamment... Comment tu l'as pensé au départ, ouais, c'est quand même la base. Réfléchir avant d'agir. Je te propose de prendre cet appel en PCV, si tu le veux bien, il nous vient de l'autre côté de la galaxie. Je te propose de décrocher le téléphone, de le mettre à ton casque. C'est Hollywood, il n'y a rien qui sort du téléphone, mais c'est pour les images. Plein d'incertitudes, l'avenir est fait. Trouver l'équilibre, tu devras. Aujourd'hui te préparer, il te faut. Quel nouveau défi affronter tu devras. Les nouveaux défis, et je le disais, hein, tu parlais de workflow juste avant. Aujourd'hui, vous lancez The Media Company dans le cinéma, dans l'IA, et si je résume bien, il ne s'agit pas juste de faire des belles images de synthèse réalisées par IA, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais non, absolument. En fait, Media Company, c'est la rencontre avec deux professionnels du cinéma. Didier Lupfer, qui a été le président de Studio Canal, qui a produit un nombre incroyable de films, et Édouard Bocongivo, qui était pendant longtemps à TF1 et plus récemment à Europat Corp, avec cette idée qu'en fait, on est à un moment, avec les plateformes, où le cinéma de qualité, les histoires, en plus en Europe, puisqu'on va rester en Europe, les histoires européennes, le savoir-faire, les acteurs ont une possibilité incroyable. Les bonnes histoires, on l'a vu avec Netflix, peuvent venir de n'importe où. Et donc la question, c'est un moment où tu as maintenant que des remakes, des préquels de préquels. Et puis les moments où tu sais plus quoi choisir, donc tu revois ce que tu as déjà aimé. Exactement. On se dit qu'on va pouvoir utiliser notamment l'IA, mais pour créer des nouvelles IP, pour créer donc de nouvelles histoires et travailler là-dessus. Donc c'est un projet qui est très excitant parce qu'à la fois, moi je suis passionné de cinéma, c'est un métier nouveau, j'apprends, je découvre les contrats et la manière de négocier dans le cinéma. Là, on était à Cannes il y a quelques semaines, et surtout cette idée que grâce au numérique et grâce à l'IA, on va peut-être pouvoir produire des films qui vont coûter moins cher de manière opérationnelle, mais qui auront l'air beaucoup plus aboutis parce qu'on aura pris le temps, encore une fois, de réfléchir plus longuement avant l'exécution. Juste avant qu'on entre en studio, je te parlais d'une conférence où était intervenu Alexandre Astier, et je reproduirai pas exactement sa pensée en un temps record, ce sera complexe, mais il y avait cette idée que lui, dans la création, il laissait les choses avancer, qu'il réadaptait en fonction, en fait, souvent c'était sublimé par l'imprévu et par l'incertitude. Et je sais qu'il y a plein de débats autour de l'IA, du cinéma, du droit d'auteur. Donc, je suis curieux de t'entendre là-dessus, sur les limites aussi, ce que ça ne peut pas faire, ou aussi, en fait, non, tu es convaincu, demain, l'IA pourra tout faire en la matière. C'est une vraie question. En fait, le débat actuel, c'est est-ce que l'IA est un outil ou un collaborateur? Et moi, j'ai envie de te dire un peu des deux. On aime bien l'idée que déjà l'IA te permet d'explorer les différents univers, les différentes possibilités, te permettre de choisir ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux pas. Et parfois, au détour d'une question, d'un prompt ou d'une recherche, tu peux être étonné quand même. Exactement. Et là, il faut l'humilité de la bonne idée et de se dire... Effectivement, j'y avais pas pensé. Voilà, et donc inclure ce travail. Et donc ce qu'on fait avec le cinéma, mais ce qu'on va faire en général dans l'IA, c'est une méthodologie, c'est apprendre à faire émerger les bonnes idées sans se perdre dans l'outil. Et puis ensuite, évidemment, une fois qu'on l'a bien façonné, bien évalué, bien construit, pouvoir exécuter encore plus vite. Tariq, je l'ai dit, on va se revoir. Moi, je suis frustré, je suis sur ma faim, sur tous les sujets que j'ai envie de creuser. On est à Vivatech. Si tu as un dernier message à passer à tous ceux qui s'intéressent, peut-être même plus grand public, à ces sujets tech, qu'est-ce que tu as envie de partager ? Moi, je crois que l'Internet est en train de profondément changer. Je parle souvent maintenant de l'Internet d'après, de nouvel Internet qui arrive, qui sera basé sur l'IA, qui sera un Internet avec de nouveaux produits. On le voit déjà, ChatGPT en moins de 3 ans est devenu le principal outil de quasiment tout le monde, alors que les moteurs de recherche, même les réseaux sociaux deviennent moins intéressants. Et en fait, depuis qu'ils sont pollués partout, exact, et notamment par de l'IA. Ouais. Et il y a un vieil adage qui dit que la technologie change tout le temps et on ne sait jamais quand elle commence à changer et où elle va. Et je pense qu'il faut se laisser guider
par les prochaines évolutions. Moi, je sais quand on a commencé, je sais aussi malheureusement quand on finit, et c'est maintenant. Tarek Rime, un grand merci à toi. Merci à toi. Un plaisir de te rencontrer grâce à ce moment Vivatech. Si vous nous découvrez grâce à Tarek, je vous invite à suivre nos médias dédiés aux entrepreneurs, les principaux dirigeants de la tech. Mais comme la tech est partout, les principaux dirigeants du cinéma, de la culture, de la presse, des médias, des industries françaises. Merci à toutes et tous. Bonne journée. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ».